Alors bonsoir. Donc, on a proposé une discussion sur la question de l'Union européenne. Ça semblait d'actualité. Pour tout dire, on avait prévu au départ une discussion un peu plus interne sur les questions de laïcité, qui était prévue depuis un certain temps. Et l'actualité aidant, on s'est dit que c'était mieux, de discuter de l'Union européenne parce qu'il y avait des débats entre nous, et qu'on avait besoin de fixer un peu mieux les choses et les perspectives, et d'autre part parce que ça paraissait intéressant d'inviter nos amis sur ce sujet avec une actualité particulièrement chargée, mouvementée et intéressante. Alors, la question de l'Union européenne, c'est un débat qui est compliqué, non seulement pour les militants que nous sommes, mais même pour les gens qui sont impliqués dans le processus, même pour les juristes. Personne n'est capable de qualifier de manière sûre et définitive ce qu'est l'Union européenne, notamment est-ce que c'est un État ou non. Il y a des juristes qui considèrent qu'au fond, il n'y a pas de différence fondamentale avec une forme d'État fédéral ou confédéral. D'autres qui considèrent que, pour tout un tas de raisons, le processus n'est pas suffisamment avancé pour qu'on puisse le considérer comme tel. C'est une fédération d'États avec un statut un peu unique. Donc, je crois simplement, parce que c'est un débat qui nous a animés, certes en mode mineur, mais quand même depuis plusieurs années, que en soi, savoir qualifier si c'est un État achevé ou si ça n'en est pas un, ça n'a qu'un intérêt relativement limité. Ce qui paraît certain, c'est que il y a un processus de construction étatique et que ce processus, comme tous, il est extrêmement contradictoire. Donc il y a des choses qui sont très très avancées, c'est-à-dire une législation sur tout un tas de sujets économiques et sociaux qui est remarquablement unifiée, mais aussi des grosses discordances dans le fonctionnement notamment des systèmes de sécurité sociale, par exemple. Avec une série de traités qui définissent au niveau économique, au niveau des marchés, sur un certain nombre de fonctionnements politiques, une forme d'unité, avec notamment des décisions européennes qui s'imposent effectivement aux décisions nationales, même si celles-ci doivent toujours être transcrites dans le droit européen, et avec un cadrage notamment au niveau des possibilités budgétaires des États. Et puis, effectivement, puisque ça a été pointé dans les débats, des discordances très très visibles, notamment au niveau militaire. Il y a des esquisses d'unification de manœuvres communes, de régiments communs, de toute forme de coopération, mais aussi quelquefois un pays qui décide que là il va aller dans telle opération internationale et les autres qui reculent. Ça se joue en fait essentiellement entre les deux pôles de l'Union européenne que sont la France et l'Allemagne, les autres ayant un rôle quand même somme toute beaucoup plus mineur à l'échelle internationale. Et ça se joue sur le fait qu'ils ont des histoires assez différentes sur le sujet, la France ayant quand même un immense empire colonial que l'Allemagne n'a jamais eu. Pour donner des points de comparaison historique, j'en vois deux qui sont intéressants. Je voulais citer parce que c'est deux cas où nos lointains ancêtres communistes ont joué un rôle éminent. Le premier, c'est la question de la formation de l'Allemagne. Parce qu'on a toujours en tête effectivement l'unification de l'Empire allemand au moment de la guerre entre la France et l'Allemagne en 1870, et donc quelque chose qui est lié à l'histoire de la Commune, d'une certaine façon. Mais le débat sur la question de l'unité de l'Allemagne, il est posé en fait dès le départ des troupes françaises après 1815, après la bataille de Waterloo, puisque l'Allemagne est à ce moment-là
morcelés en entre 30 et 40 États, je n'ai plus le chiffre précis en tête, et surtout, comme maintenant l'Europe, entre deux grands pôles qui sont l'Autriche d'un côté et la Prusse de l'autre, et une myriade de petits États qui, pour certains, essayent de vivre leur vie de manière à peu près autonome, pour d'autres, bien, sont plus ou moins satellisés, sachant que certains de ces États peuvent se réduire à une seule ville. C'est beaucoup moins d'États que ne l'était l'ancien Empire romain germanique, qui en comptait, lui, 353 de mémoire, mais ça reste beaucoup. Cela dit, dès les années 1830, il y a ce qu'on appelle le Zollverein, qui est un marché commun, avec un système douanier commun, avec un certain nombre d'institutions communes. Donc il y a une forme de marché commun allemand qui existe dès ce moment-là. Et il y a également, dès 1815 et encore plus dès 1820, une coopération policière, comme aujourd'hui l'Union européenne. C'est une coopération policière qui est très ciblée, c'est-à-dire il s'agit de lutter contre les républicains et globalement contre les mouvements qui veulent l'abolition des monarchies, ou justement d'ailleurs curieusement contre ceux qui veulent l'unité de l'Allemagne, puisqu'il y a toute une frange du mouvement nationaliste allemand, de gauche comme de droite, qui souhaite dès ce moment-là l'unité de l'Allemagne. Ça joue un rôle important puisque par exemple il y a un petit groupe qui s'appelle d'abord la Ligue des bannis, qui est un groupe justement qui souhaite l'unité de l'Allemagne, qui se retrouve exilé en France, qui va devenir la Ligue des justes et puis de fil en aiguille la Ligue des communistes au moment où Marx et Engels s'adhèrent. Donc cette histoire de l'unité de l'Allemagne, elle commence loin dans l'histoire du communisme, et globalement les premiers militants communistes sont très 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 favorables à l'unité allemande, considérant, et c'est quelque chose qui revient assez souvent dans le discours de Marx aux alentours de la Révolution de 1848, que les prolétaires seront systématiquement battus séparément tant qu'ils seront divisés entre Prussiens, Essois, habitants du Schleswig, et je vais pas vous passer la liste de tous les petits États allemands, et que dans une Allemagne unifiée, les capacités politiques du prolétariat seraient beaucoup plus importantes. Pour le coup, le parallèle avec l'Union européenne est intéressant parce que on a bien cette division qui sert à diviser la classe ouvrière dès le départ, alors qu'elle est encore très faible, et en même temps, on a une coopération marchande, capitaliste, et une coopération policière ou politico-militaire. Ça va d'ailleurs jouer un rôle également au moment de l'unité qui est réalisée par Bismarck, puisque l'une de ses idées fortes, c'est de réussir à réintégrer la classe ouvrière, et il n'hésite pas à s'appuyer sur le mouvement ouvrier qui est en train de naître, notamment sur les mouvements lassaliens, pour appuyer le processus d'unité. On a un peu une situation qui est comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement on a une unité formelle, administrative, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas une unité d'un sentiment européen, d'un sentiment d'appartenance, même si, et on le voit dans les débats sur le Brexit, c'est quelque chose qui est en train de naître. Je vais y revenir. Un deuxième processus d'unification qui est intéressant, c'est celui des USA, parce que on a l'impression effectivement aujourd'hui, et ça a été abordé également dans les débats, d'un pays extrêmement unifié, même s'il est composé de 51 États qui ont chacun leur constitution, leurs pratiques, leurs coutumes, etc. Mais vu de l'extérieur, ça fait très unifié. Ça n'a quand même pas toujours été le cas, à tel point qu'il y a eu une guerre civile, alors qui a été entre autres sur la question de l'esclavage, mais pas uniquement, avec la guerre de sécession. Et là encore, c'est intéressant de voir que les premières troupes du Nord sont en grande partie, presque un tiers, composées de soldats allemands, d'émigrés allemands révolutionnaires, des battus de la révolution de 1848, qui
rentrent en masse dans les armées du Nord par opposition radicale à l'esclavage, et parmi eux, on retrouve, voilà, des fondateurs de la Ligue des communistes. On retrouve Heidermeyer, un des auteurs de l'idéologie allemande avec Marx et Engels. On retrouve les dirigeants de l'aile gauche de la Ligue des communistes. C'était opposé à Marx dans la leçon de 1848 sur sa gauche. C'est-à-dire que il y a des communistes allemands qui sont réellement présents dans la question dans la guerre civile qui va amener à la création des États-Unis sous leur forme actuelle, même s'ils ont une longue histoire auparavant. Bon, je développe pas plus sur cette question américaine, mais ça me paraissait quand même une comparaison utile à un moment donné. Alors, la question effectivement, ça peut être de savoir quels critères on prend. Notamment savoir si le critère de la politique extérieure, de la politique et militaire, etc. est central. Ça joue incontestablement un rôle, ça fait incontestablement partie des débats. Moi, j'aurais tendance quand même à le minorer dans la mesure où ça n'est clairement pas par là que l'Union a commencé, même si chez un certain nombre des fondateurs, l'idée de la paix en Europe était centrale. C'est clairement un processus qui s'est fait essentiellement au départ sur l'économie, et les questions de coopération militaire sont venues bien plus tard. Et même s'il existe des régiments européens, on est loin pour l'instant d'avoir une politique militaire unifiée. Par contre, la coopération policière, elle, est bien plus avancée. Alors, elle est avancée un peu en pointillé, parce que comme on a une Europe à la carte, avec à la fois d'un côté au niveau économique la zone euro et puis les pays hors zone euro, et au niveau des migrations, la zone Schengen, la zone no Schengen, etc., l'avancement, il n'est pas uniforme. Cela dit, bon, il fut un temps, je ne sais pas si ça existe encore, où il existait une douane et une police bavaroise, et ça n'empêchait pas tellement l'Allemagne d'être un État relativement unifié. Donc le fonctionnement actuel de l'Europe, il ne diffère pas tant que ça du fonctionnement de la République fédérale allemande, y compris au niveau policier. Au niveau militaire, c'est effectivement un peu plus discutable. Ça tient vraiment à cette histoire des deux pôles rivaux. Quand je parlais tout à l'heure de l'unité allemande, ce qui est remarquable, c'est qu'après tout un tas de débats entre différentes solutions possibles, elle s'est faite par exclusion, c'est-à-dire c'est la Prusse qui a réussi à amalgamer une bonne partie de l'Allemagne et qui a laissé l'Autriche en dehors, même si la question, elle s'est, hélas, si je puis dire, reposée depuis. Donc, je ne crois pas que ça soit un critère absolument essentiel par rapport au niveau atteint par l'unité européenne. Et ce qui est très frappant effectivement dans les débats sur le Brexit, c'est que l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une conscience européenne, voire d'une forme de nationalisme européen, c'est quand même quelque chose qui est déjà assez avancé. C'est très frappant que ceux qui ont voté majoritairement pour rester sont les jeunes, donc ceux qui sont d'une certaine façon nés dans l'Europe, aussi ceux qui en bénéficient le plus. C'est très clairement les jeunes les plus diplômés, et ça se voit dans les grandes villes universitaires ou les grandes villes un peu cosmopolites, comme Londres, qui ont voté très majoritairement pour rester dans l'Europe, parce que c'est quelque chose d'extrêmement tangible pour eux. Tout simplement parce que certains peuvent aller étudier dans d'autres pays d'Europe, ou avoir envie de le faire même s'ils ne le font pas, ou connaître des gens qui le font. Et pour eux, l'Europe, disons, s'impose comme voilà quelque chose qui fait partie du paysage, et on le voit bien dans les déclarations de gens qui se sentent amputés de quelque chose une fois qu'on leur dit qu'ils vont sortir, et c'est les débats extrêmement tendus que ça cause. Donc cet aspect-là, il faut pas le négliger absolument.
Il y a aussi d'autres aspects, on le voit dans la position, la position écossaise. Il n'y a pas très longtemps, l'Écosse a rejeté à une faible majorité, mais une majorité incontestable, la possibilité de l'indépendance. Là, très clairement, on a le débat qui est rouvert avec visiblement ce qui se profile, c'est un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, mais on n'est pas dans un nationalisme classique qui serait, disons, un nationalisme comme celui qu'on a pu voir dans le Brexit, en disant, bah non, on se sépare, on veut être une nation souveraine, etc., etc., mais une forme de nationalisme européen. C'est ça qui rend les choses très très particulières. C'est la question qui risque de se poser très prochainement avec la Catalogne également, parce que l'option qui a l'air de se dessiner, c'est bien une Catalogne indépendante dans l'Union européenne, et c'est même, il faut le rappeler, le paradoxe de la Grèce, où le mandat un peu retors de Tsipras, dans lequel il s'est emmêlé les pinceaux, c'est bien à la fois tenir tête aux instances de l'Union européenne et surtout ne pas quitter l'Union. Et effectivement, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Ça peut être un sujet de débat, même si on n'a pas vraiment le fin mot de l'affaire sur la façon dont ça s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, on en est là. Effectivement, c'était très clair, et c'est pas un hasard si Tsipras venait dans Syriza de la tendance eurocommuniste, qui était l'un des descendants, disons, des débats eurocommunistes des années 70. Donc, c'est un cas de figure qu'on peut retrouver, on risque de le retrouver en Irlande, il y a tout un tas d'autres situations comme ça, de pays qui sont très bien indépendants, mais indépendants dans l'Union européenne. Donc, on est dans une configuration qui mélange une forme de nationalisme et une forme de nationalisme européen. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête dans les débats sur le sujet. Ce qui est compliqué également, parce que la question c'est est-ce qu'il y a entre guillemets un vote de classe sur la question de l'Union européenne, que ça soit dans le Brexit, que ça soit dans les tentations anti-européennes de la droite et d'extrême droite en France. Ça paraît plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres qu'on voit en Angleterre, c'est que ceux qui ont voté vraiment pour le Brexit, ce sont majoritairement des personnes âgées, des personnes dans des régions rurales, des chômeurs. Ça c'est une autre forme de fractionnement que ce qu'on peut analyser simplement comme une fracture de classe. C'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur des salariés, et il faut reconnaître, et c'est important pour comprendre l'actualité à mon sens, c'est que pour une partie de la classe ouvrière, celle qui voit les usines fermer les unes après les autres, celle dont l'usine a déjà fermé ou celle dont l'usine pourrait fermer, l'Europe apparaît effectivement comme une menace. On peut discuter de savoir si c'est vrai ou faux, mais ça s'est imposé, ça a été propulsé dans le débat non seulement par l'extrême droite mais par une partie de la gauche, mais c'est effectivement ressenti comme ça. Et puis il y a aussi toute une partie des salariés pour lesquels c'est absolument pas une menace, et dans un certain nombre de pays, c'est plutôt quelque chose qui a bénéficié. La hausse du niveau de vie dans des pays comme la Grèce avant la crise, l'Espagne ou le Portugal a été énorme à partir du moment où ils sont rentrés dans l'Union européenne, et l'Union européenne leur a profité. C'est sans doute moins vrai d'un certain nombre de pays, mais ça me paraît plus compliqué simplement qu'une division entre les ouvriers qui auraient tout à perdre de l'Europe et les patrons qui auraient tout à gagner.
une bonne partie des petits patrons sont très fermement anti-européens et leur parti, c'est très visible avec le positionnement du Front National, sont farouchement anti-européens parce que ils ont aussi beaucoup à perdre. Donc il y a une espèce d'alliance qu'on voit à l'œuvre dans le Front National aujourd'hui, mais qu'on voit à l'œuvre dans un certain nombre d'autres pays, entre une forme de nationalisme qui peut être assez pragmatique de la part de vieux ouvriers ou d'ouvriers au chômage qui sont effectivement menacés par l'Union européenne, et une fraction plus jeune, plus urbaine, plus diplômée, mais qui sont également des salariés. De toute façon, on est dans une Europe à 91% de salariés, pour lesquels ils ne ressentent pas ça comme une menace, et plutôt ils ressentent ça comme non seulement une chance, mais il faut le dire, une partie de leur identité. On peut discuter longuement de savoir ce que ça signifie, ce qu'on met derrière, mais je pense qu'il faut le reconnaître à un moment donné. Et du coup, les analyses très unilatérales sur la signification que ça a pour la classe ouvrière en général, à mon sens, manquent totalement leur but, parce que on est obligé de reconnaître qu'il y a des fractions de la classe ouvrière avec des profils très différents, une composition de classe, pour dire comme les opéraïstes, qui ont des vues sur la question de l'Union européenne totalement opposées et qui, du coup, aujourd'hui, sont polarisés par des votes extrêmement différents, par des partis extrêmement différents. Ça, je crois que c'est l'un des éléments centraux dont il faut pouvoir discuter. L'autre point, je l'ai dit et écrit depuis des années, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est que lorsque l'Union européenne a commencé à se créer avec la CECA, donc la communauté européenne des charbons et aciers, dans les années 50, très vite, un certain nombre de militants ouvriers ont dit il faut s'emparer de ce cadre-là. C'est dans ce cadre que s'est créée la CES, avec tous les défauts qu'on lui connaît, mais l'idée que puisque les patrons se dotent d'un cadre, il faut qu'on soit efficace à la même échelle, elle existait. Et aussi des militants socialistes révolutionnaires, à commencer par le vieux Marceau Pivert, dont le dernier combat a été la création d'un mouvement socialiste à l'échelle européenne. Il a essayé d'unifier les gauches socialistes européennes. Disant, ce cadre-là, il faut s'en emparer. Globalement, ce mouvement n'a pas tellement abouti. En France, le syndicalisme largement lié au PC, et c'était vrai dans un certain nombre d'autres pays, ne s'intéressait pas vraiment à la question de l'Union européenne, ou voyait ça, disons, comme d'un œil assez mauvais œil ou assez lointain pendant très longtemps, en gros jusqu'à la question de l'eurocommunisme dans les années 70, où justement un certain nombre de partis communistes qui étaient un peu en bisbille avec Moscou ont cherché à développer une stratégie européenne. Et d'autre part, pour l'extrême gauche, très longtemps, l'Union européenne, c'est un truc soit qui était 100% capitaliste et dont on n'avait rien à faire, soit qui n'allait pas durer, donc c'était pas tellement raison de s'en inquiéter. Et en règle générale, pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, l'extrême gauche, systématiquement, dans les questions européennes, notamment les référendums sur l'entrée de nouveaux pays, je pense par exemple là au Portugal et à l'Espagne, appelait à voter contre. Donc il n'y a pas du tout de prise en compte, et de manière très symptomatique, il n'existe quasiment aucune fédération européenne de partis de l'extrême gauche. La seule exception à ma connaissance étant les lambertistes, qui ont su conjuguer un discours très 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 hostile à l'Union européenne, voire franchement patriotard, avec une instance européenne,
assez efficace. Dans un certain nombre de pays, dans les mouvements de gauche opposés à l'Union européenne, ils sont présents, ils ont des contacts, etc. Mais de mouvements, disons, plus europhiles, décidés à investir le cadre européen pour en faire un espace pour la gauche, pour les communistes ou pour les syndicalistes, il n'y en a pas vraiment. Et ça, c'est un retard considérable par rapport à l'histoire du mouvement ouvrier, c'est-à-dire par rapport à la Ligue des communistes dont je parlais tout à l'heure, qui dès 1848 avait une existence européenne et un discours européen unifié, même si cette existence reposait surtout sur le fait qu'il y avait une forte émigration d'ouvriers allemands, mais malgré tout, il y avait cette volonté qui était très forte et un discours qui était cohérent sur la question européenne, alors qu'on n'était pas encore à la question de l'Union. Dans la gauche social-démocrate du début du XXe siècle, il y avait des débats sur la question européenne. Je pense au célèbre débat lancé par Trotsky sur la question des États-Unis socialistes d'Europe. La formulation, elle est à revoir parce que justement, plus personne ne parle d'États-Unis d'Europe, mais bien d'Union. Mais sur le principe, il y avait déjà un débat qui existait. Et entre deux, l'international, c'était essentiellement un mouvement européen, même si elle avait une branche américaine, d'ailleurs en grande partie animée par des exilés européens de fraîche date, notamment des ouvriers allemands, mais pas uniquement. Donc, le mouvement ouvrier et le mouvement communiste se posaient déjà la question d'une échelle européenne dans ces années-là, et au moment où les capitalistes ont réellement créé leur échelle européenne, le mouvement ouvrier, il faut bien dire, s'en est largement désintéressé. Ça a un peu changé, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que un certain nombre de syndicats qui s'intéressaient absolument pas à la CES, ils sont rentrés, et ils mènent un travail qui est somme toute positif, même si il y a des tas de choses à critiquer sur la CES. Le problème étant moins son réformisme, puisqu'ils le sont à peu près tous, que son absence d'existence comme syndicat. Et pour le coup, par exemple, le discours porté dans la CGT, dans la CES, il est assez cohérent là-dessus. Alors, effectivement, il faut que la CES joue son rôle de syndicat, et on voit des effets, notamment quand on a des grèves qui se déroulent sur plusieurs sites d'un même groupe à l'échelle européenne, ce qui, il y a 15 ans, était très difficile à mettre en œuvre. Moi, je me souviens de discussions avec les syndicalistes d'Altadis sur le sujet, qui avaient beaucoup de mal à contacter leurs collègues des autres sites européens. Aujourd'hui, les réseaux existent. Il y a des euromanifs à peu près tous les ans. C'est la CGT qui envoie le plus gros contingent en dehors des syndicats belges, puisque ça se déroule à Bruxelles. Donc, il y a un début de prise en compte, et ça a un effet, à mon sens, sur une partie de l'extrême gauche, qui s'en désintéresse moins. C'est très frappant que le NPA, qui est aujourd'hui assez ancré dans l'appareil de la CGT à tous les niveaux, par exemple, a un discours beaucoup plus europhile qu'auparavant, alors même que des sections de son mouvement international sont prêts à s'allier avec des réactionnaires contre l'Europe dans d'autres pays. Je pense à la question du Danemark. Donc, il y a eu des petites avancées, mais on en reste toujours au même point, c'est-à-dire il n'y a pas d'échelle européenne réelle pour les mouvements de l'extrême gauche, pour les mouvements communistes, alors même que les syndicats ont commencé à bouger sur le sujet. Alors, après, évidemment, c'est un terrain qui est devenu difficile parce que les nationalistes de gauche l'ont beaucoup investi, d'une part, donc il y a un discours qui est un peu diffus, tout ça c'est la faute à l'Europe, etc., et qui est fondé, mais pas surtout, qui est fondé au point de vue économique. C'est effectivement, c'est une Europe des patrons, et comme on n'a pas développé une Europe des travailleurs en face d'eux, il n'y a que l'Europe des patrons. Et l'ensemble de la construction européenne est essentiellement tournée contre nous, c'est-à-dire c'est une unification économique essentiellement, et un petit peu de coopération policière, notamment contre les migrants. Donc ça la rend pas très sympathique. Et c'est vrai que du coup ça devient compliqué parce que
Le discours qui consisterait à dire il faut créer une Europe autrement, il est dur à porter, parce qu'il faut à la fois réussir à critiquer l'Union européenne tout en disant finalement le cadre européen, on peut en faire quelque chose. Donc c'est un discours qui est moins simpliste que de dire tout ça c'est la faute à l'Europe. Et d'autre part, c'est en partie investi par certains partis de gauche qui disent ça, mais qui le font pas. Le Parti socialiste, ça fait 30 ou 40 ans qu'il dit il faut faire une autre Europe, une Europe plus sociale, etc. Mais il ne le fait pas. Quand bien même il y a des gouvernements socialistes un peu partout en Europe, la politique qu'il mène, c'est effectivement une politique 100% capitaliste. Donc ça ne rend pas ce discours très audible. Alors cela dit, j'introduis une petite nuance dans le tout ça c'est la faute à l'Europe, parce que sur certains sujets, la loi européenne peut être protectrice. Elle est protectrice dans tous les pays où le niveau des lois qui protègent les travailleurs est inférieur aux normes européennes. C'est le cas d'un certain nombre. C'est aussi vrai d'ailleurs des normes de l'OIT. Donc ça peut être un outil à un moment dans des revendications. Et elle est protectrice sur un certain nombre de cas. Sur la question des droits des femmes, très clairement, l'Union européenne a des années-lumière d'avance sur une partie de l'extrême gauche. Sur la question des droits des personnes LGBT, l'Union européenne est très en avance. Je voyais là, dans les réactions sur le Brexit, la réaction de Peter Tatchell, qui est un militant des libertés, entre autres des droits LGBT, mais de beaucoup d'autres causes, et qu'on connaît bien puisqu'il a travaillé fréquemment avec des camarades comme Mariam Namazi, qui rappelait que l'Union européenne a de nombreux défauts, mais que sur cette question en particulier, eh bien, elle avait contraint un certain nombre de pays à avoir des législations plus ouvertes. Donc, il faut faire attention dans ce qu'on dit, parce que il y a tout un tas de sujets centraux pour nous sur les questions économiques et sociales où l'Union européenne est un ennemi. Il y a un certain nombre de cas où ça peut être un point d'appui et où il faut y réfléchir de manière prudente et pondérée. Mais ça aussi, les discours à nuances, c'est toujours très compliqué à porter. C'est beaucoup plus simple de dire l'Union européenne c'est le mal absolu, ce qu'on lit souvent, que de dire ah dans ce cas-là c'est pas mal, dans ce cas-là c'est moins bien. Ça, il faut admettre que c'est difficile et que le discours anti-européen a une forme de cohérence qui le rend extrêmement efficace. Donc, il faut être capable de montrer que les choses peuvent se faire autrement. Alors, il y a une question là-dedans qui est absolument centrale, à mon sens, qui est la question de la démocratie. La question de la démocratie, c'est ce qui revient absolument dans toutes les discussions sur l'Europe à un moment donné, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est une bureaucratie, pas si lourde d'ailleurs, mais c'est effectivement une bureaucratie dans la mesure où sa dépendance avec des instances réellement élues est maigre. Bon, le Parlement européen a un peu plus de poids qu'il n'en avait jadis, où il était plutôt décoratif, mais la plupart des décisions importantes sont essentiellement le fait de la Commission européenne, c'est-à-dire de la technocratie, de la banque de la banque européenne, donc de la bureaucratie, ou de la Commission européenne, c'est-à-dire des arrangements entre gouvernements. Mais en lieu et place d'une constitution de l'Europe, puisque la question s'est posée quand même, on a eu un traité constitutionnel qui a été imposé, même là où il y a eu des référendums contre, qui a été effectivement plutôt un traité économique avec des aspects administratifs, des aspects techniques sur le fonctionnement, qu'une véritable constitution. Et il n'y a jamais eu, à un moment, un grand mouvement démocratique pour dire, voilà les institutions que nous souhaitons pour l'Union européenne. Il y a surtout ce qui est quand même la base de la base en matière de constitution, il n'y a jamais eu d'assemblée constituante. Et ça, quand on est face à la question du fonctionnement de l'Union européenne,
ça reste un élément central à mettre en avant, mais que là encore, la gauche, au sens large, n'a jamais su réellement mettre en avant. Ça a été très clair, par exemple, dans la question du vote sur le TCE, il y a une dizaine d'années maintenant. Un certain nombre de militants de gauche opposés au TCE disaient il faudrait une constituante, il faudrait... Mais c'est pas devenu l'élément fort du débat, c'est pas devenu l'élément fort de la critique, et du coup, au moment du vote, c'était indiscernable entre savoir si c'était une victoire de la gauche, ce que tous n'osaient même pas dire, ou une grande victoire de l'extrême droite, puisque les deux appelaient à voter contre, et très manifestement, dans le vote d'extrême droite avait pesé plus lourdement que le vote de gauche. Donc, la capacité à susciter une alternative à cette Union européenne et à proposer effectivement quelque chose, elle est centrale pour pouvoir développer un mouvement autrement que sur les bases du nationalisme de gauche. Et ça, je crois qu'on est généralement pas assez attentif là-dessus. Il y a toujours cette espèce d'image un peu brouillée de ce qu'est une assemblée constituante, qui pourtant est au moins au niveau français quelque chose de fondateur. Je crois que dans le mouvement communiste, il y a toujours le péché originel de l'abolition de la constituante en URSS, dans la révolution russe qui pèse sur les mémoires. Je ne sais pas si c'est l'explication unique, mais il y a un peu l'idée qu'une constituante, c'est un truc bourgeois, que ça peut arriver qu'à une nouvelle Union européenne bourgeoise, et ainsi de suite. Moi, je crois que ce qui compte, c'est le mouvement qui porte ça, justement, qui est une critique de l'absence de démocratie des institutions européennes. C'est la manière dont on va faire des propositions là-dedans qui peut avoir un rôle. Et très sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où on est coincé entre les bénis oui-oui de l'Union européenne, des partis qui trouvent que tout va bien, ou qu'ils y mettraient bien un petit peu de social à condition que ça ne se voit pas, et de l'autre côté, toute la gauche nationaliste anti-européenne. Et les voix de gauche européenne, elles ont du mal à se faire entendre. On l'a vu en Angleterre, hein, où dans l'extrême gauche, sont nos amis et camarades de Workers' Liberty qui ont porté le discours du Remain à l'extrême gauche, mais c'est pas la plus grande organisation. Et la plus grande organisation d'extrême gauche, même si elle est en pleine décomposition, ça reste le SWP, et elle est dans sa pente naturelle avec les nationalistes pour voter pour l'exit. Donc on a cette question qui est absolument centrale. Aujourd'hui, il faut vraiment réussir à s'en emparer d'une manière plus claire. Je crois que dans notre discours, de temps en temps, on en parle quand il y a un sujet, mais on n'a jamais porté de manière cohérente un discours sur l'Union européenne. Indépendamment des débats techniques sur l'analyse de où est-ce qu'on en est de l'Union européenne, etc., de qu'est-ce que c'est, mais sur comment on s'oppose de manière efficace au nationalisme de gauche dans cette situation, je crois vraiment qu'il faut se positionner de manière beaucoup plus forte sur la question, et du coup, ça voudra dire à un moment donné qu'il faudra reposer l'une des questions qui s'était posée dès la création de l'initiative communiste ouvrière, qui était la question de l'organisation européenne. On a des contacts, on a des amis un peu partout en Europe, mais la question d'une organisation européenne, eh bien, elle est restée en suspens. 10 ans après, parce que ça fait 10 ans qu'il y a ce débat, je crois, il va falloir à un moment trancher là-dessus. Voilà, je rends le micro et je vous laisse faire des propositions et discuter de tout ça.